Au cours de cette matinée, avec les 3 keynotes qu'on a entendues et même l'introduction de Thomas Chardin, on a mis le doigt sur des tendances de fond qui se confirment. Marketing RH, même combat. La marque employeur, l'âme de l'entreprise, ça s'écrit, ça se construit, ça se cultive. Et ces 2 points-là amènent à des expériences innovantes en matière de recrutement et de gestion RH dans vos entreprises et vos organisations. Ces 6-là sont chacun porteurs. Alors j'ai 3 binômes là. Vous êtes chacun venu avec votre partenaire, sont porteurs d'une expérience innovante et ils vont nous raconter leur histoire, tout simplement. Une expérience innovante en matière de traitement des candidats non reçus. Une expérience innovante en matière de cooptation. Une expérience innovante aussi en matière de recrutement collaboratif. On va entendre là des preuves de ce qu'on a entendu avec nos 3 experts qui nous ont passionnés au cours de cette matinée. Alors, qui est qui? Stéphane Wilmotte, le directeur des ressources humaines de Noroto France. Et vous nous amenez Antoine Perruchot, il est là, qui est le CEO de Keycopt. Et vous comprenez dans le nom que ce sont eux qui vont nous parler de la cooptation et comment on peut en faire un levier de développement de la marque employeur, hein, qui porte la puissance de votre marque employeur. Le deuxième binôme, c'est Benoît Patcheux. Il est là. Il est directeur du développement RH de Kiloutou. On a pris des régionaux de l'étape, mais qui ont une envergure bien plus large que notre région. Et Mathieu Pédet, vous êtes CEO de Iago. Et puis une expérience de recrutement collaboratif avec Eric Van Den Driesch, le directeur général de Motoblues. Vous êtes l'homme du casque de Hollande, vous? C'est ça, hein? Et lui, c'est lui qui fabrique le casque de notre ancien président de la République, rue du Cirque à Paris. 13 rue du Cirque. Vous vous rappelez? C'est lui, le casque noir. Et Amélie Fenzi, fondatrice de Valeurs et Valeurs, votre partenaire. On va prendre 6-8 minutes avec chacun de vos duos, de vos binômes, pour que vous nous racontiez l'histoire. On commence avec Noroto. Et Stéphane, expliquez-nous tout d'abord la problématique qui était sur la table. Et après, on verra comment vous avez travaillé ensemble. Avec Antoine. La problématique, elle était assez simple. On est dans une entreprise qui couvre toute la France, 6500 personnes, avec des employés qui sont des experts de la mécanique et de la vente. Et l'idée pour nous, c'était à un moment donné de voir les volumes de recrutement que nous faisions, près de 1000 recrutements par an, et de regarder comment nos collaborateurs pouvaient être les ambassadeurs de l'entreprise auprès de leur entourage, auprès de leurs amis, auprès de leur famille. Et on s'est dit, il faut qu'on revoie complètement notre système de cooptation. Et c'est là où est intervenu Keycopt, pour justement venir apporter une solution digitale à la cooptation, okay, mais aussi nous permettre d'avoir un regard nouveau sur la cooptation. Alors, quelle proposition vous avez faite? Le process, le système? Le système et ce qu'on a proposé à Stéphane avec Keycopt, c'est de digitaliser la recommandation. La recommandation existe depuis des décennies, voire des siècles, hein, recommander des gens bien. Sauf que ça n'existait pas de manière digitalisée, de manière automatisée, de manière animée. Donc on lui a proposé une solution qui permette de cibler les collaborateurs en fonction de qui ils sont, de leur localisation, de leur réseau, et de leur demander à eux de recommander des gens bien pour leur entreprise, en leur demandant à la fois de recommander des gens bien, potentiellement de postuler, venant ainsi remplacer des bourses à l'emploi ou être complémentaire de bourses à l'emploi, généralement assez passif, par quelque chose de très proactif, très ciblé, très personnalisé. Et troisièmement, permettre aux collaborateurs de partager ces annonces sur leurs réseaux sociaux en devenant ambassadeurs de leur marque employeur. Ah, donc l'outil digital, c'est pas un outil fermé, propre à l'entreprise,
c'est ouvert. C'est quoi l'outil? Expliquez. Alors, l'outil, il n'est à destination, il est en marque blanche. Il est en marque blanche. Il est en marque blanche, donc il n'est Donc Noroto se l'approprie. Exactement, il est aux couleurs de Noroto, il n'y a que Noroto qui l'utilise. Par contre, à l'intérieur de la plateforme, les collaborateurs ont accès à cette plateforme et eux peuvent partager ces annonces sur les réseaux sociaux à l'extérieur. D'accord. Ils s'approprient les offres. Exactement. Pour les partager. Et ils vont les partager sur des réseaux sociaux professionnels, LinkedIn, Viadeo ou autres. Et l'idée derrière aussi, c'est à un moment donné d'envoyer par exemple l'offre à un ami. Donc c'est hyper simple en termes de connectivité. Et après, il est important aussi quand on met en place ce système, le digital n'est pas la seule chose à mettre en place. Il faut également mettre en place de l'animation en interne pour redonner du sens à la cooptation, pour rassurer. J'entendais l'intervenant précédent qui disait oui, la cooptation c'est aussi s'engager vis-à-vis de quelqu'un qu'on coopte et de l'entreprise à qui on le propose. Et donc il faut aussi les rassurer par rapport à ces possibles difficultés. Alors, comment vous organisez l'animation interne? Alors l'animation elle est organisée à la fois par l'outil, dans une, un mailing régulier avec les offres d'emploi en cours. On a également une animation sur les réussites, c'est-à-dire que quand on coopte quelqu'un, on met en avant le collaborateur qui a coopté avec son ami, la personne qui nous a rejointe. Et en fait, le bouche à oreille fait qu'à un moment donné, sur les 6500 collaborateurs, ça fait 7 mois qu'on est sous cette solution, ouais. Sur les 6500 collaborateurs, on en a près de 2500 qui sont dans la communauté des coopteurs. Qui ont déjà poussé une offre, et on en est à près de 70 recrutements. Un tiers. Et ça, c'est plus pour d'un nous. Tiers. Et voilà, c'est important pour nous en termes de volume, mais derrière, on sait qu'un collaborateur qui a été coopté est beaucoup plus fidèle aussi à l'entreprise. Donc ça veut dire que l'outil vous permet aussi de tracer la cooptation, c'est-à-dire Fanny qui travaille au Noroto de Lyon, qui a poussé sur son LinkedIn un recrutement, vous le savez. Alors on arrive à, j'aime pas le terme tracé, mais on arrive à avoir des coopteurs gold, si je devais prendre un exemple. Et en fait, l'idée derrière, c'est de dire, voilà, on va montrer Fanny aux autres pour montrer que c'est possible, pour rassurer sur le système, et après, généralement, les autres y vont. Et alors Fanny, quand vous avez repéré qu'elle était active, qu'est-ce que vous lui dites? Comment vous l'accompagnez? Déjà, on lui dit merci, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de collaborateurs qui, au départ, l'auraient fait. Donc c'est un risque, hein, c'est la discussion tout à l'heure. Et après, on met Fanny en avant pour que, justement, elle partage son expérience avec d'autres. Elle est récompensée également. Comment? 500 € par cooptation, ce qui n'est pas neutre. Les 500 € tombent au recrutement ou à la fin de la période d'essai ou... Non, c'est 500 € qui tombent au recrutement. Au recrutement. Ouais, on veut à la validation du recrutement. Voilà. On ne veut pas partir sur des critères à la fin de la période d'essai ou au bout d'un certain temps, parce qu'au bout d'un moment, ça dénature la cooptation. Vous cooptez, vous avez fait un acte de cooptation, vous êtes primé dès que la personne arrive dans l'entreprise. Geoffroy nous disait tout à l'heure, attention à l'effet boomerang. Je coopte. C'est un plan foireux, l'entreprise va m'en vouloir. Quel est votre engagement là-dessus? On a un engagement pour rassurer le collaborateur. Globalement, 95% des cooptations se passent super bien. Donc voilà, et après c'est à nous de gérer. Les quelques difficultés, on les gère, mais ça se passe bien. Donc en fait, cet outil, qui est plus qu'un outil, parce que c'est d'abord de l'humain votre truc, hein, ça permet de créer un écosystème vivant, par définition, du recrutement. C'est assez innovant. Ah oui, enfin, nous, on pense que l'avenir, c'est pour les entreprises de se créer leur propre écosystème de sourcing. Ça fait des années, voire des dizaines d'années, que les entreprises vont chercher à l'extérieur de l'information, qui est généralement payante et parfois assez chère, alors que l'information est disponible en interne si elles savent s'adresser à la bonne personne au bon moment. Donc ce qu'on propose aux entreprises, c'est en effet d'animer leur écosystème interne de sourcing. Et on pense même demain, et on invite nos clients d'ailleurs, à inviter leur écosystème externe. Ouais. C'est-à-dire à inviter sur ces plateformes les bons candidats rencontrés pour lesquels on n'a pas de poste à l'instant T, les stagiaires, les apprentis, les alumni. Donc vraiment de créer un écosystème personnalisé
adaptées à son entreprise, avec lesquelles on entretient un lien humain, marketing et au day-to-day. Donc on pense que c'est ça l'avenir. Et en termes d'expérience collaborateur, c'est aussi extrêmement fort, parce que ce que Stéphane a fait chez Norauto et ce que font nos clients, c'est en gros, ils disent à leurs collaborateurs, je te fais confiance, je pense que tu es le mieux placé pour nous recommander des gens bien, tu connais l'ADN de l'entreprise, confiance là-dessus. Notre culture, nos valeurs. Encore 2 questions. Les RH sont aussi héroïstes. Alors vous, fournisseurs de cette solution, qu'est-ce que vous leur dites là-dessus? Le ROI, il est assez simple. On pense qu'on divise par 2 ou par 3 les coûts de recrutement. C'est simple, le coût moyen. Ah ouais. Refaites-le là, ils l'ont pas entendu. Qu'on divise les coûts de recrutement par 2 ou par 3. C'est évident. Ça coûte beaucoup moins cher. Comment? Coût direct. Coût direct. Ça coûte beaucoup moins cher de faire appel à un collaborateur et de lui donner 500 €, ce qui est en plus un avantage en nature. En plus, vous le félicitez, vous le reconnaissez pour quelque chose qu'il faisait hier et qui n'était pas forcément valorisé. Beaucoup moins cher de donner 500 € que de donner des sommes beaucoup plus importantes à des job boards, à des réseaux sociaux, à des cabinets. L'autre question, Stéphane est sur une boîte à 6500 collaborateurs, entreprises à réseau, enfin ils sont partout. Cet outil est-il adapté à une ETI, mono-établissement, à une PME? J'ai une boîte de moins de 20 collaborateurs, c'est un truc que je peux utiliser? Ouais, je pense que vous pouvez l'utiliser. Je reviens à votre question juste avant. J'aime bien le terme de DRH héroïste. Il y a une partie de mon équipe qui est là. Et en fait, je les embête toutes les semaines avec ça. C'est-à-dire que je leur dis, voilà, quand on a une action, qu'est-ce que ça va rapporter aux collaborateurs en termes de qualité de vie au travail ou en termes d'euros, voilà. Et je peux vous dire que je préfère investir sur une solution comme Kikopt que d'aller dépenser des dizaines de milliers d'euros de communication, parce que derrière, je sais que je vais avoir de la fidélité, derrière, je sais que le recrutement va être divisé par 5. On l'a mesuré chez nous, le coût du recrutement a été divisé par 5. Et ensuite, ce qui est vachement intéressant, c'est que la cooptation, on pensait tous au départ que c'était élitiste pour des cadres, pour des managers. Oui. Là, on arrive sur des profils de mécaniciens, de vendeurs, et ça marche. Et sur l'autre question? Oui, pour terminer. Alors, nous, on est chez Norauto où on a des taux de conversion et des taux de recrutement très importants. On est chez OVH qui recrute des développeurs informatiques. On est chez EY qui recrute des Bac+8. 21 nouveaux embauchés en moyenne qui arrivent chaque semaine chez OVH. Hein. Ouais. Et dont près de 50% via notre plateforme. Donc on a des taux de recrutement qui sont colossaux. Et ce que je veux dire à travers ces exemples de clients, c'est que la recommandation, ça marche quels que soient les niveaux de poste, qu'on soit cadre ou non cadre, qu'on soit dans le secteur. On est chez Decathlon pour recruter des vendeurs ou chez Norauto pour recruter des mécaniciens, chez OVH pour recruter des développeurs informatiques. C'est universel la recommandation. Le fait de recommander des gens bien, ça existe quel que soit l'âge. Et en taille d'entreprise, bien sûr, il faut qu'il y ait quelques dizaines de recrutements par an pour notre solution. Nous, alors on a des clients qui ont plusieurs dizaines de milliers de collaborateurs sur la plateforme et on a des clients qui sont 400, 500 collaborateurs. Ça peut marcher. Voilà. Très vite, encore une question à Stéphane. Est-ce que cette démarche vous permet aussi de capter du verbatim de ce que disent les collaborateurs de l'entreprise à l'extérieur? Ouais, carrément. Il y a 2 phénomènes. Il y a ce phénomène-là, de la bonne matière, ça. Les verbatim qui vont nous servir pour voir l'image que les collaborateurs ont et vont transmettre à l'extérieur. Pour être très transparent avec vous, il y a plein de choses qui vont bien, mais il y a aussi parfois des centres où on constate qu'il y a des choses qui vont moins bien. Donc ça nous permet de revenir en information. Et après, moi, je regarde de temps en temps qui coopte et qui ne coopte pas, en fait. Le fait de ne pas coopter, c'est aussi un message. Ah oui, exact. Voilà. Excusez-moi, j'ai un rhume. Hein. Bon, première belle expérience, retour d'expérience. 500, mais une boîte, une PME de 20, ça le fait aussi? Vous m'avez pas dit ça? Non, 20 personnes, je pense que l'entreprise a les moyens d'adresser chacun des collaborateurs. On est autour de la table, quoi. On sait le faire ensemble. Voilà, et de communiquer le poste à pourvoir. Nous, il faut, je pense, aller 200, 300 collaborateurs, un certain volume de recrutement et du multisite pour cette taille d'entreprise. Merci beaucoup. Deuxième expérience, la vôtre. Vous avez entendu tout à l'heure, ça a été dit dans au moins 2 keynotes, la bienveillance à apporter au traitement du candidat.
et c'est ce que vous travaillez ensemble. Donc Benoît Patcheux, qui est directeur du développement RH de Kiloutou, Mathieu Bonjour. Bénet, CEO de Yago. Bonjour. Alors, quelle est la réalité? Qu'est-ce que vous avez demandé à Yago? En fin de compte, ce qui s'est passé, c'est il y a un an, Kiloutou s'est engagé dans une démarche sur l'expérience collaborateur. Et dans l'expérience collaborateur, il y a expérience candidat. On s'est prêté à un petit exercice avec une personne de l'équipe. C'est grosso modo aujourd'hui, quand on parle de candidat, on a tendance à regarder la partie immergée de l'iceberg, donc ce qui est au-dessus, les candidats qu'on rencontre, etc. Mais la réalité est tout autre. C'est que généralement, dans le recrutement, on répond plus facilement et plus souvent non que oui. Et à un moment, on s'est prêté à l'exercice de se dire, tiens, mettons-nous dans la peau du candidat et puis voyons ce qui se passe dans les entreprises et dans la nôtre. Combien de collaborateurs? Aujourd'hui, Kiloutou, c'est 6 000 collaborateurs à l'échelle européenne et c'est 5 000 collaborateurs sur le territoire national. Ok. Donc en faisant ce petit exercice, on a pris une claque dans la figure, c'est-à-dire que on s'est rendu compte que on ne répondait pas automatiquement aux candidats, qu'on avait des réponses hyper standardisées, qu'il y avait des réponses très informelles et peu efficaces du style si vous n'avez pas de réponse dans un mois, considérez que c'est niette. Enfin, tout ça nous a interpellés et à un moment on s'est dit qu'il fallait sans doute faire bouger un certain nombre de lignes dans la manière d'aborder le traitement de la candidature qui nous arrivait. Et au même moment, on a été amené à rencontrer Mathieu Penet, donc la structure Yago. Et comme je lui disais encore tout à l'heure, moi, en fin de compte, j'ai été convaincu avec 2 slides. Et avec un claim très fort qui était de dire vous dépensez une fortune pour aller chercher des candidats, et Dieu sait si c'est difficile, mais la manière dont vous les traitez, c'est une catastrophe et vous générez une déception, une frustration colossale. Et il avait des chiffres à l'appui qui vous donnera sans doute par derrière. Et fort de ces 2 éléments, on s'est dit qu'il fallait se rapprocher et qu'il fallait travailler la gestion des candidatures. Alors nous, on a eu une demande spécifique, c'est qu'on a souhaité que la gestion de la candidature, ça soit à tous les stades de la candidature. D'accord. Que ça soit au travers des entretiens physiques, des entretiens téléphoniques, etc. Donc voilà, et on est entré dans cette démarche et aujourd'hui on a des retours qui sont plutôt très positifs. Le parcours candidat est un axe stratégique de la marque employeur, c'est clair. Alors, vous, les 2 slides qui tuent, c'était quoi? Les 2 slides qui tuent, c'est en moyenne en France, une entreprise va dépenser 10,50 € pour acquérir une candidature. L'exercice très simple, c'est on parle juste de l'acquisition. L'acquisition, uniquement. On prend l'ensemble des candidatures qu'on peut recevoir par an et on fait un ratio avec le budget qu'on dépense pour acquérir tous ces candidats. Là-dedans, on met les job boards, tous les outils de sourcing, toutes les marques employeurs, tout ce qu'on peut dépenser, sans les salaires de l'équipe. Et en moyenne en France, on est à 10,50 €. L'autre stat qui fait mal, c'est qu'il y a 65% des candidats qui déclarent moins aimer une entreprise après y avoir postulé. Tout ça parce qu'ils sont déçus par la manière dont leur candidature a été traitée par l'équipe de recrutement. On est sur un truc où la marque employeur, on investit beaucoup d'argent en marque employeur pour faire en sorte que les candidats postulent, et derrière, on crée une énorme frustration chez eux parce qu'en fait, on n'a pas le temps de traiter on n'a pas les moyens ni le temps de traiter le flux. Qu'est-ce qu'on vient faire du coup et qu'est-ce qu'on a proposé à Kiloutou? On vient se greffer en marque blanche sur l'ATS de Kiloutou. Et dès qu'un candidat n'est pas retenu, ou dès qu'un candidat a postulé depuis trop longtemps, il bascule dans notre outil et dans notre service. Yago est un service, c'est-à-dire qu'on vient seconder les équipes de recrutement pour répondre de manière hyper personnalisée à chacun des candidats qui a montré de l'intérêt pour Kiloutou. Ça veut donc dire que vous avez la fiche descriptive du parcours candidat. On vient récupérer dans l'ATS toutes les données liées à la candidature, c'est-à-dire son CV, sa lettre de motivation, l'offre à laquelle il a postulé, le moment à laquelle il a postulé, à quel moment il a été sorti du process. En France, il faut savoir qu'il y a 98% des candidats qui sont éjectés du process, enfin sortis du process, dès la lecture sur CV. Entre ceux qui sont
mis de côté par le recruteur et ceux qui ne sont même pas lus par le recruteur, Ouais. parce que pas le temps ou parce qu'il a staffé son poste, parce qu'il a fait son job. C'est plutôt ça. Vous Je blâme procédez pas à les combien de recruteurs. recrutements par an, vous? Aujourd'hui, alors l'année dernière, on a recruté plus de 900 personnes Ouais. en 2018. Et ben, donc, ça veut dire que les recruteurs ont fait leur travail. Ils ont staffé le poste qu'ils avaient à pourvoir. La priorité du recruteur, c'est de faire son métier et de répondre aux besoins opérationnels. Répondre non aux candidats, en fait, c'est la pire partie du job de recruteur. C'est le truc qu'on n'a pas envie de faire. Et c'est vous qui Et- appelez? Et c'est nous qui, par mail, on va répondre aux candidats. mail. On va étudier chacune des candidatures et on va faire 2 choses sur chaque CV. On va regarder si est-ce que le candidat il pourrait pas quand même être pertinent pour un des métiers de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a étudié et cartographié l'ensemble des D'accord. métiers. Et on va regarder au passage si on ne pourrait pas donner des conseils au candidat pour améliorer son CV et l'aider dans cette démarche de recherche d'emploi. Il y a un truc qu'il faut qu'on se redise, c'est que changer de job pour le commun des mortels, c'est hyper angoissant. Chaque personne qui sera sympa et bienveillante avec vous, elle marquera 10 000 points. Et ce qu'on vient faire, c'est on va lui dire « Bonjour Benoît, merci beaucoup d'avoir postulé à l'offre de ouvrier, enfin équipier dans une agence. Désolé, nous avons trouvé quelqu'un qui correspondait mieux aux attentes des opérationnels. En revanche, j'ai vu ça et ça sur ton CV. Je me permettrai de te renvoyer des offres qui t'intéresseront directement dans ta région. Et au passage, cher Benoît, sur ton CV, tu pourrais changer ça et ça. Ça va t'aider pour tes futures candidatures chez Kiloutou ou dans d'autres entreprises. » Et à qui appartient la base de données? C'est-à-dire que les 900 sont référencés sur votre plateforme, Il y en a mais ça lui appartient à lui. pour, Alors 900 recrutements, ça veut dire qu'on a brassé... Oui, non, pardon, oui, ça fait 9 Ces fois 900 recrutements 9000. et retenez chez Kiloutou, on brasse aujourd'hui entre 37 et 38 000 candidatures. D'accord. Donc voilà, donc c'est une volumétrie relativement importante et ça nous permet de garantir une qualité de réponse et puis d'apporter du conseil. Et ça, pour nous, c'était quelque chose de fondamental. Alors, sur les 40 000 Ouais. Candidature de Kiloutou. candidatures du fichier, Ça appartient complètement à Kiloutou, c'est complètement mais hermétique. vous avez entre la tous nos- main, combien de temps sur Justement, les on candidats? a promis au candidat, donc on lui a fait un premier mail pour lui dire qu'il n'avait pas Oui. été retenu. On a promis au candidat qu'on allait revenir vers lui régulièrement. Alors, Le deuxième niveau de service qu'on fait pour Kiloutou, c'est que régulièrement, on va maintenir le contact, pas avec le candidat en tant que tel, avec la personne qui est derrière le candidat. oui, oui. On va continuer à lui pousser des informations sur Kiloutou pour continuer à l'intéresser et on va lui proposer des nouvelles offres d'emploi chez Kiloutou. À Antenne Correspond- Kiloutou. Yago n'existe pas aux yeux des candidats. On est complètement en marque blanche pour la réponse et pour la fidélisation. D'accord. Et on va lui proposer des offres d'emploi qui correspondent à son métier, parce qu'on l'a qualifié, à sa région et à son type de contrat recherché. D'accord. Combien ça coûte? 50 centimes par candidat. 50 centimes par candidat. Il y a une règle en marketing qui dit que acquérir un client, ça coûte toujours plus cher que de le fidéliser. Le ratio de 10,50 € versus 50 centimes, il est fait aussi côté candidat. Ok. Alors, quels effets chez vous? Alors les effets qu'on mesure, ils sont énormes. C'est-à-dire que lorsqu'on fait l'analyse et lorsqu'on regarde les retours des candidats, on a énormément de remerciements. Ils parlent de respect, ils parlent de bienveillance, ils parlent de politesse. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes chez Kiloutou par rapport à la marque employeur et par rapport à l'image qu'on veut donner aussi à l'extérieur. Donc il y a un enjeu très fort pour nous en termes d'image. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez innovant et d'assez nouveau, mais on est convaincu que c'est dans l'air du temps. On parlait de bienveillance, c'est quelque chose qui est porté aujourd'hui très fortement dans les entreprises. Encore une dernière question. Votre activité est essentiellement B2B. Est-ce que vous parlez de ça à vos clients? On n'en parle pas encore énormément aujourd'hui à nos clients, mais c'est quelque chose qu'on va clairement mettre en avant, y compris en interne, parce que une des difficultés, c'est nous sommes en réseau, et donc une partie du recrutement s'opère aussi. Ah oui. Dans notre réseau, et il faut aussi qu'il y ait un travail de sensibilisation à la bonne exploitation des candidatures avec tous les effets de bord qui y sont associés. Donc là, effectivement, pour nous, c'est un enjeu d'image, un enjeu de valeur qui est fondamental, mais qui est aujourd'hui attendu par tous les candidats. Donc c'est un coût sur 50 000 candidats, un coût à 25 000 €, quoi. C'est la presta.
Grosso modo, oui, on est... C'est l'ordre d'idée, quoi. Hein. Tout à fait, mais je reviens sur la statistique qui a été donnée précédemment. 65% des candidats ont une image plus négative après avoir postulé. Aujourd'hui, dans les ratios, on n'en est pas là. Alors, on n'a pas encore eu le détail. Par contre, on le mesure au travers d'une structure qui s'appelle Choose My Company, où on a des retours extrêmement positifs et on voit les notes monter grandement sur ce sujet-là. Ah. Je ne vous ai pas posé la question du coût de la prestation. 1 euro par collaborateur logué sur la solution, avec de la dégressivité en fonction du nombre. Ok, très bien. Merci beaucoup. On passe à la... Alors, on va avoir un échange après. Hein. Là, on va passer à la 3e expérience et après, on engagera le débat. Donc, Eric Van Dendrich, directeur général de Moto Blues, et Amélie Fenzi, fondatrice à la tête de Valeurs et Valeurs, cabinet qui vous accompagne. Carte d'identité rapide de Moto Blues. Bonjour, Moto Blues est une entreprise de vente et d'équipement du motard et d'accessoires moto. Nous sommes essentiellement sur le web. On vient d'ouvrir un très beau magasin à Seclin que vous pouvez aller visiter. Sinon, le site c'est motoblues.com. L'entreprise a été créée il y a 15 ans par Thomas Tumrel et David Thierry. Et David est parti et Thomas est resté. Et il a décidé de céder l'entreprise il y a environ maintenant 2 ans à un fonds de pension pour nous permettre d'avoir les moyens d'un développement supplémentaire. Et il était temps pour lui de dire au revoir à l'entreprise. Et donc il a décidé de quitter l'entreprise, ce qui va se faire fin septembre, et de recruter un nouveau directeur général pour Moto Blues. Et il s'est dit, cette entreprise, je l'ai créée avec mes tripes, les collaborateurs du début sont toujours là, c'est des gens que j'aime beaucoup, que j'aime tout simplement. Et donc, j'aimerais choisir quelqu'un qui est en cohérence avec l'esprit de l'entreprise, qui est un esprit familial, puisque nous avons encore 130 c'est pas encore trop. Et il s'est dit, tiens, comment je peux faire? Et là, il a posé la question à Amélie, avec laquelle il était en contact. Et Amélie a pris en charge le recrutement. Elle va vous expliquer comment ça se passe. Donc vous, moi, je suis le recruté. Vous avez été embauché par ce process de recrutement collaboratif. Exactement. Alors vous nous raconterez comment ça s'est passé. Tout à fait. Mais Amélie, tout d'abord, expliquez-nous la démarche. Oui. Alors peut-être même avant la démarche, c'est de dire qu'au-delà du fait que Thomas Tumrel voulait garder son ADN et que c'était hyper important pour lui que la suite lui corresponde, il y avait aussi une démarche héroïste derrière qui était de dire l'entreprise est en pleine croissance, elle est en train de passer un cap stratégique sur lequel on n'a pas de temps à perdre. Et en fait, avoir un flottement de direction pendant 6, 9 mois, 1 an n'était pas pensable à ce moment-là. Et donc c'était extrêmement important, à la fois qu'on aille très vite dans le recrutement, et ensuite que la greffe, l'intégration du nouveau directeur général se fasse très vite. Et donc à ce moment-là, je lui ai dit, bah, écoute, on fait du recrutement collaboratif. Donc, je vais vous expliquer le processus. Et je pense que ça pourrait être un outil qui te permettrait de répondre à tous ces enjeux en même temps. Donc le recrutement collaboratif, c'est quoi? L'idée, c'est de dire qu'on prend un panel représentatif du collectif de l'entreprise. Donc là, il y avait une dizaine de personnes, tout niveau d'ancienneté, tout niveau hiérarchique de l'entreprise, qui ont réfléchi. Donc ils ont réfléchi à une première chose, c'est où doit être l'entreprise en 5 ans, quels sont les grands caps qu'on doit passer, et donc notre prochain patron, à quoi il doit ressembler. C'est-à-dire qu'on les a fait réfléchir, ces 10 personnes, déjà à se projeter sur notre prochain patron. Ça sera plus Thomas Tumrel qu'on adore, et voilà, je pense que adorer est un vrai mot. Ça sera quelqu'un d'autre qui doit nous faire passer des caps. Ensuite, nous, on a fait un travail de sourcing. Ça prend la forme d'un séminaire? Non, c'est très rapide. En fait, on passe 3 heures avec eux. D'accord. Et, on arrive avec quelque chose d'assez express, parce que 10 personnes et 10 salaires mobilisés pour ça, c'est quand même important. D'accord. Donc 3 heures avec un panel de 10 collaborateurs pour répondre à cette question. Pour répondre à cette question. Ok. Nous, derrière, on formalise, on leur fait valider. Ensuite, on leur a présenté des CV qui correspondaient à ça. Et ils avaient 3 après-midi prévus pour rencontrer des candidats et vivre une expérience. Dans cette expérience, il y a des moments liés au travail, il y a des moments qui ne sont pas liés au travail, mais qui sont liés à des moments de connexion de personne à personne. Il y a des moments en individuel, il y a des moments collectifs.
L'idée étant qu'au travers d'une expérience humaine et professionnelle, on puisse ressentir et déceler l'ensemble des critères qu'on a évalués ensemble. D'accord. Donc notre métier à nous, c'était de créer l'après-midi qui permettait d'évaluer tout ça. Ils ont choisi les candidats. Et alors là, première surprise, parce que sur les 6 candidats qu'on leur a proposés, ils nous ont dit en fait, on va prendre que 2 après-midi parce qu'on sait déjà qu'il n'y en aura que 2. C'est-à-dire, vous leur présentez les candidats là en CV. En CV. D'accord. Ils ont 3 après-midi prévus par l'entreprise pour rencontrer des directeurs généraux candidats. D'accord. Et là, ils nous disent déjà, 3 après-midi, on n'a pas besoin, en fait, 2, ça suffit. D'accord. Donc déjà, une posture d'une maturité assez remarquable. Et donc, on a passé ces 2 après-midi. Après, je laisserai certainement Eric raconter. Comment il a vécu le truc. Voilà. Et à l'issue de l'après-midi, et c'est là que c'est du collaboratif, c'est-à-dire que à voix égale, donc le fonds d'investissement avait donné ses critères sur lesquels il avait dit le non négociable, c'est ça pour nous. Thomas Tumrel était présent et chacun avait une voix, c'est-à-dire que Thomas Tumrel, le fondateur partant, avait la même voix que l'ensemble de ses collaborateurs et ils ont pris une décision ensemble le soir même de la personne qu'ils avaient envie de choisir. Je te laisse peut-être raconter. Est-ce que, juste une question complémentaire, est-ce que le panel est au courant de la REM, la rémunération? Non, non, c'était pas le sujet à ce moment-là. Non, mais normal. Non. Je voulais... Alors, vous, à un moment, on vous dit, ah ben monsieur, on arrive au processus de recrutement, vous allez passer un après-midi avec une dizaine de collaborateurs, parce que ce sont eux qui vont choisir. Comment vous recevez ça? Moi, je réponds top. C'est une expérience absolument intéressante et je suis très friand d'expériences nouvelles. Donc, c'était assez formidable à vivre, déjà à se préparer, parce qu'on ne sait pas quoi préparer. Et donc on arrive un peu en se disant de toute façon si les choses doivent se faire elles se feront et si les choses ne doivent pas se faire elles ne se feront pas. Et donc on passe une après-midi avec 10 collaborateurs. Il y a eu 5 entretiens, 2 personnes et moi sur une demi-heure avec des questions. Chaque petit entretien avait un thème précis. Et ensuite une réunion globale, enfin un meeting complet d'une heure environ sur 2 thèmes qu'ils avaient choisis. Et les 2 thèmes étaient assez intéressants, donc je vais vous en parler. Le premier, c'est chez Motoblues, on a des problèmes de marge, qu'est-ce que vous feriez? Donc le sujet intéressant parce que, encore une fois, comme vous avez 2 heures. Il y a tous les collaborateurs représentés de tous les niveaux hiérarchiques. C'est intéressant qu'ils posent cette question. Et la deuxième, une question de vie en commun. On a une cuisine ouverte où tout est gratuit chez nous, le café est gratuit, enfin voilà, tout est open. Et on avait un problème de vaisselle, des bols pour prendre le café. Ah, c'est partout ça. Voilà. Et qu'est-ce que vous feriez vous pour régler ce problème? Donc c'était intéressant parce que les deux questions étaient à l'opposé, on va dire. Je ferme la cuisine. Voilà. Non. Les deux questions étaient à l'opposé et c'était assez intéressant. Ce qui est formidable, c'est cet après-midi, parce que, pourquoi je me suis dit top aussi, c'est parce que ça permet à l'entrant, au directeur général qui va arriver, de déjà découvrir c'est qui les collaborateurs de l'entreprise et de ne pas être surpris après d'une entreprise un peu qui ne correspondrait pas à ce qu'on souhaite. Le très grand avantage, une fois que ça s'est fait et que le candidat est choisi, quand je suis arrivé dans l'entreprise, forcément, les 10 personnes qui avaient choisi ont dit à tous leurs collègues « le gars qu'on a choisi, c'est le meilleur, il est top ». Et on arrive très facilement dans l'entreprise et tout le monde vous connaît déjà en fait. Donc c'est intéressant pour les 2 parties puisqu'il y a les collaborateurs qui se disent on connaît le gars qui va arriver et on l'aime déjà. Donc ça c'est très bien puisqu'on l'a choisi. Et pour le DG qui arrive, c'est top parce que il connaît aussi déjà l'état d'esprit de l'entreprise et les gens qu'il va avoir en face. Et c'est une expérience humaine assez fantastique. C'est pour ça qu'on est là pour en parler, parce que ce recrutement collaboratif, encore une fois sur proposition d'Amélie et de son équipe, a des avantages absolument incroyables. Alors 3 questions de décryptage à Amélie. Tout d'abord, comment dans l'animation vous prenez garde à la sincérité du propos des candidats? Parce qu'il y aurait peut-être le danger, 6 candidats, de dire je vais leur expliquer que je suis le meilleur. Comment on mesure ça? Là,
il y a deux choses. Il y a l'expertise dans la préparation de la demi-journée, des questions, de la manière dont elles sont posées. Et puis après, en fait, sur une demi-journée, ça trompe pas. Ça trompe pas. Et donc, en fait, les candidats, ça se sent, le candidat qui à un moment répond. Qui se la raconte. D'accord. Voilà. Donc, ils ont une Oui, finesse dans le d'analyse. collectif et la dynamique humaine, ça ne trompe jamais. Pardon. La deuxième question, alors j'ai la réponse parce que moi j'ai fait une expérience de recrutement collaboratif avec vous sur un poste de chef de projet. Ça peut concerner tout type de poste? Oui, hein? Oui, ça peut concerner tout type de poste. La difficulté, c'est sur les postes rares. Parce que sur les postes rares, on trouvait des candidats en un temps donné et les regrouper ensemble, c'est extrêmement compliqué. D'accord. Donc dès qu'on est sur des postes très pointus ou très rares sur le marché, le recrutement collaboratif, on ne le recommande pas. On ne le recommande pas. D'accord. La troisième question, expliquez-nous aussi comment votre client, l'entreprise, peut capitaliser sur cette démarche en dynamisation interne, parce que on met dans un bocal 6, 8, 10 collaborateurs, il se passe un truc là. Comment on capitalise là-dessus? En fait, ça se fait par capillarité naturelle, c'est-à-dire que là, dans l'entreprise, ils ont tous parlé de leur expérience, puisque clairement, ils sont arrivés tous en disant, excusez-moi le terme, mais ça va être du bullshit. On me convie à une après-midi dans lequel on me dit que je vais choisir mon patron et ça ne sera pas vrai. Et en fait, quand ils s'aperçoivent qu'à la fin, ils ont vraiment choisi leur patron, il n'y a même pas besoin de l'animer, c'est-à-dire qu'ils ont tellement vécu une expérience dingue qu'ils en ont tous parlé. Donc ça, c'est la... J'ai choisi mon patron. J'ajouterais deux choses. La première, c'est que ça dénote de la part de l'entreprise vis-à-vis des collaborateurs un grand respect. Et du coup, en fait, j'avais mon ancien actionnaire qui disait il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Preuve d'amour. Et là, c'est pareil, il n'y a pas de respect, il n'y a que des preuves de respect. Et là, c'est une preuve de respect absolue qui est absolument géniale. Et l'autre chose qui s'est passée, c'est qu'évidemment, il a fallu vendre ma candidature au fond, qui est l'actionnaire de Motoblues. Et ce sont les collaborateurs qui ont choisi leur candidat, qui ont écrit les raisons pour lesquelles il fallait absolument me prendre à l'actionnaire. Un truc extraordinaire. Donc en gros, ça permet à chacun de se dire je suis une part importante et égale de l'entreprise. Et j'ai besoin d'un patron, et donc je le choisis en fonction de ses compétences et son expérience. Vous avez passé votre période d'essai? Oui, c'est bon, ils m'ont retenu. Bon, très intéressant. Merci pour ces 3 témoignages. On a le temps, hein, quelques minutes. Quelques minutes pour échanger avec la salle. Et alors vos questions, dites-nous si vous en avez envie aussi de ce type d'approche et de démarche. Qui veut prendre la parole? Il y a du Kilotou, du Noroto dans la salle? Ou du Motoblues, hein? Ouais? Oui? Non, vous avez des collaborateurs dans la salle? Oui? Bah, montrez-les-moi, je vais leur donner le micro. C'est qui? C'est vous? Allez, racontez-nous. Comment ça se passe avec Iago? La mise en place, elle est assez récente chez nous, mais en effet, on a beaucoup plus de retours de candidats. Là où avant, les seuls messages qu'on avait, c'est merci pour cette réponse tardive, je ne vous ai pas attendu pour pour trouver un poste. Aujourd'hui, c'est plutôt merci pour ces conseils. Puis en effet, ils sont plutôt agréablement surpris de la bienveillance. Est-ce que l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise sont au courant de cette démarche? Comment on parle en interne de ces approches RH innovantes? Comment on en fait la promo? Aujourd'hui, on a des responsables développement RH qui s'occupent de régions en particulier. Donc on est aussi les interlocuteurs pour leur expliquer ça. Après, aujourd'hui, ils sont bien au courant du gros projet expérience collaborateur qui est en place chez nous. Et au fur et à mesure, on diffuse les informations et ce qui est fait. Donc oui, ils sont au courant. Après, c'est comme tout, il faut que ça se diffuse et ça prendra de plus en plus forme. Mais
Mais oui, à la base, l'expérience collaborateur, c'est une démarche collaborative de l'entreprise, donc ils sont au courant. Merci. Une question, une intervention, madame? Bonjour, Hélène de Georges. J'ai une question pour Antoine Perruchot de Kikopt. Est-ce que ça peut arriver que finalement votre outil soit un révélateur de l'insatisfaction des collaborateurs dans une entreprise à travers un manque de candidatures, donc des ambassadeurs qui n'en sont pas? Et dans ces cas-là, est-ce que vous proposez des solutions d'accompagnement à vos clients? Alors c'est arrivé une fois. Aujourd'hui on est déployé chez 70 grands comptes, ETI grands comptes. On a un client dont je tairai le nom qui nous a quittés il y a 1 an parce qu'en gros 50% de turnover et les collaborateurs pensaient plus à quitter l'entreprise qu'à y rentrer. Donc pas de recommandation. Donc dans un cas comme ça, d'ailleurs on n'ira plus. On n'ira plus dans ce type d'entreprise parce que notre outil, il y a un travail à faire et c'est ce qu'on a dit à l'entreprise. Il y a un travail à faire avant, en effet, sur la marque employeur, sur la fidélisation, sur le sens, sur le projet, sur le management. Je pense que là, il y avait beaucoup de choses à travailler. Alors, on les accompagne pas au sein de Kikopt parce que c'est pas notre métier, mais au sein de Badka, nous, on a une communauté d'entreprises où on fait du conseil RH et notamment du conseil sur la marque employeur et donc on accompagne les entreprises. Mais c'est nous, Kikopt, on va donner des best practices pour animer. S'il y a un travail de fond beaucoup plus important à faire, on n'est pas qualifié pour le faire. On a d'autres structures qui le font beaucoup mieux. Ok. Ici. Mais typiquement, pour compléter cette réponse, c'est sûr qu'on est dans des best place to work, chez Norauto, chez Decathlon, chez EY, dans des entreprises qui ont des marques employeurs très fortes et qui sont très attractives et où ça fonctionne très bien parce que les collaborateurs sont fiers d'y travailler et ont envie de recommander des gens pour y venir travailler. Pour compléter ce que dit Antoine, une cooptation, c'est un peu une preuve d'amour du collaborateur vers l'entreprise. Et nous, ce qu'on a mesuré sur les 300 magasins, les 300 centres à travers la France, c'est quand on fait la corrélation entre l'engagement des collaborateurs qu'on mesure, les centres qui ont des taux d'engagement très forts, c'est là où il y a beaucoup de cooptation. Et là où il n'y en a pas d'engagement, il n'y a pas de cooptation. Donc après, c'est à nous de travailler toutes ces dimensions-là. Mais c'est au-delà de la cooptation. Ok. À vous. Comme je suis chargé de faire la synthèse ce soir, je vous écoute avec attention. Il y a un cas que je voulais vous signaler, qui n'est pas du tout un cas français, un cas en Inde, et ça vous concerne. C'est un recrutement collaboratif d'une boîte pour laquelle j'ai fait une étude de cas à côté de Bombay. Et j'ai été très étonné parce que toutes les équipes recrutent leurs managers. C'est-à-dire que ce sont les équipes qui recrutent leurs managers. Et ce qui a été absolument extraordinaire, je vois en interrogeant le DRH pour faire le cas, et j'ai interrogé à peu près une trentaine de personnes, dont le patron, je vois quelqu'un très handicapé, moteur, il n'avait qu'un petit levier sur un vélo, un siège électrique, et je demande au DRH qui est cette personne. Et on me répond, c'est le responsable du recrutement. Toute personne recrutée dans notre entreprise a un premier entretien avec un handicapé lourd. Est-ce que vous avez beaucoup le cas vous voyez ce que je veux dire? Et puis après, c'est l'équipe qui fait le choix ou pas. Elle s'appelle Indigo, hein, c'est Interglobe Indigo, c'est le même. Votre intervention me fait penser à quelque chose. Il y a une autre entreprise que j'aime beaucoup qui est ici, qui s'appelle Electrodépôt. Dans son process de recrutement, vie ma vie pour le candidat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le candidat, on lui propose d'aller vivre une journée ou une demi-journée en tant que directeur adjoint ou directeur de magasin, voire employé. Le code du travail le permet, je précise ça pour les juristes. Et vraiment, c'est à la fin des vraies réussites, dans un sens ou dans l'autre. Le candidat va dire, punaise, cette boîte, elle est canon, j'ai envie d'y bosser. C'est une forme un peu dégradée, entre guillemets, d'un recrutement collaboratif. Et à côté, d'autres nous disent à la fin, peut-être, non, j'ai peut-être pas envie d'y aller. Voilà, et ça, c'est génial. Petite action, mais vraiment une réussite. Ah, c'est de l'investissement de temps, là, mais rentable. Une autre intervention? Oui, monsieur?
Merci. Bonjour, j'ai une question pour Amélie Fenzi. Alors, si j'ai bien compris, au-delà de la valorisation des collaborateurs et du respect qui leur est porté quand on leur permet de choisir un cadre clé, il y a aussi un aspect de sécurisation du recrutement, puisque quelque part, on est sûr que l'intégration va bien se passer et qu'on fera le bon choix. Je voulais savoir, par rapport à un recrutement classique, qui représente déjà un coût certain, quel est le surcoût occasionné par un recrutement collaboratif? Merci. Le coût est identique. Mais encore. Donnez-lui des fourchettes de combien ça coûte. Sur le marché du recrutement, ça fonctionne en pourcentage. Donc les pourcentages du marché sont autour de 25% de la rémunération annuelle brute hors taxe. D'accord. Ok. Voilà. Bon, clair. Ça va? Encore une intervention? Une question? C'est bon? Ce qui est intéressant là, alors vous c'est 100% relation humaine, hein, la démarche. Là on a des outils, mais vous m'avez peu parlé de votre outil finalement. Vous m'avez surtout parlé, là, vous tous les deux, de la mise en relation et de l'interaction, de la complicité, voire entre vous, prestataires, et le donneur d'ordre et l'entreprise. Vous avez des réflexions là-dessus, puisque ce matin, dans la keynote d'introduction, on entendait, la RH se digitalise aussi. Alors, il y a des solutions, mais par rapport à... Qu'est-ce que vous dites à votre client? Quelle promesse vous faites à votre client pour dire c'est toujours l'humain qui primera dans la solution que je vous propose? C'est ça. Ça n'est qu'un outil, mais c'est pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup, hein, et c'est pour ça que je pense qu'il faut démystifier la digitalisation. La digitalisation, c'est mettre des outils au profit des collaborateurs RH et des collaborateurs en général, qui vont enlever toutes les tâches à faible valeur ajoutée. Donc l'outil, c'est pas ça qui est important, c'est ce qui va se faire en dehors de l'outil et ce que va permettre l'outil en termes d'efficacité, et de mettre plus d'humains là où c'est nécessaire et d'enlever les pertes de valeur ajoutée sur des missions répétitives, récurrentes, à faible valeur ajoutée. C'est pour ça que l'outil, en fait, c'est pas ça l'important. Non, c'est la démarche, l'approche, la promesse, bien sûr. Et vous? Le sujet de fond, et je pense que ça dégoulinait de mon premier discours, on considère que c'est un humain avant d'être un candidat. Et cette démarche, c'est que ce soit dans la manière dont on va répondre au candidat ou dans la manière dont on va le fidéliser et lui reproposer de se remettre en début de processus, de repostuler à des offres qui l'intéressent. On parle avant tout à l'humain. C'est l'humain qu'on cherche à respecter, avec lequel on est poli et qu'on considère. C'est ça le vrai sujet.